Nous les Français, nous votons de moins en moins. Sur les 50 millions de Français en âge de voter, 7 à 10% ne sont pas inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. 22% se sont abstenus en 2017 et 8% votent blanc ou nul, comme au second tour de 2017. Ce sont donc désormais plus de 40% des Français qui ne participent plus à leur démocratie. En clair, lorsqu'il est élu, un président représente à peine 30% des Français. C'est infiniment grave, mais c'est aussi parfaitement explicable, car depuis plus d'une trentaine d'années, nous avons le sentiment que voter ne sert plus à rien. Notre République disparaît ainsi peu à peu par le haut et par le bas. C'est certes un sentiment flou, mais une vérité dont je vais vous expliquer les causes. Et d'abord, un rappel essentiel. La trahison de la République. La trahison de la République. En 2005, nous, les Français, avons voté par référendum massivement, à 55%, contre la pseudo-constitution européenne qui nous privait de notre souveraineté. Or, en 2008, les partis de gauche et de droite réunis en congrès ont modifié la Constitution française, puis ont voté le traité de Lisbonne qui reprenait le contenu fédéral et centralisateur de la prétendue Constitution européenne, celle qu'ils avaient rejetée 3 ans plus tôt. Une trahison de la République. Depuis 17 ans, il n'y a plus eu de référendum nouveau, alors que De Gaulle en organisait un tous les 2 ou 3 ans. Pendant ces 17 ans pourtant, des décisions très importantes qui pèsent sur notre présent et notre avenir ont donc été prises sans nous et même contre nous. Ce sentiment que voter ne sert plus à rien, je vais vous en expliquer les causes et je vais vous montrer quels sont les lieux de pouvoir, les vrais lieux où on décide du sort de la France, de votre avenir et de celui des jeunes générations. Des lieux que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas entendu parler, qui sont à l'étranger, des lieux éloignés, opaques, où des gens inconnus, invisibles, le plus souvent non élus par vous, ou ultra-minoritaires, non responsables de leurs actes, tous ces gens-là décident à votre place de votre vie et du destin de la France. Monsieur Temple, vous êtes universitaire, enseignant-chercheur. Vous avez donné des conférences et des cours dans une quinzaine de pays. Mais vous êtes aussi praticien de terrain, avocat et expert international. Vous avez notamment rédigé des projets de loi dans 14 pays différents. Et vous précisez avec le sourire, avec une qualification bien supérieure et des taux horaires 100 fois plus petits que McKinsey. Vous avez de nombreuses compétences,
dans le droit, la justice, la défense du consommateur, l'économie politique et internationale, mais aussi l'histoire et la philosophie du concept de nation. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages et études scientifiques sur tous ces divers sujets, chroniqueur sur divers médias en ligne. Monsieur Temple, pouvez-vous nous expliquer comment sommes-nous arrivés à un tel recul de la démocratie ? Oui, alors je viens de vous montrer les différents lieux de pouvoir. Vous pensiez que par exemple c'est l'Assemblée nationale qui fait les lois et on vous a montré que ce n'était pas tout à fait la vérité. Pareil pour la finance, pour l'économie. C'est une évolution de transfert de souveraineté qui a été voulue par nos dirigeants et souvent d'ailleurs sous l'influence des USA. Et cela a conduit à ce que les citoyens soient peu à peu privés de leur droit de vote. Entendons-nous bien, pour être précis, nous avons toujours formellement le droit de mettre notre bulletin dans l'urne, mais ce droit de vote a petit à petit été vidé de son contenu, de sa substance. Nous votons pour des faux semblants, nous votons pour des représentants qui n'ont guère de pouvoir. Les vrais pouvoirs, sur les vrais sujets, ceux qui nous concernent, sont concentrés ailleurs. Et nos représentants doivent se soumettre à des règles dites multilatérales et qui sont en réalité concentrées et influencées par de discrets et puissants groupes de pression, des groupes de pression politiques, idéologiques ou financiers. Nous avons fait découvrir ces lieux de pouvoir, ces lieux où se trame notre destin, se dessine notre destin. Ils ne sont plus en France et ils sont préparés, ils sont occupés, ces lieux de pouvoir, par des gens que nous n'avons pas élus et des gens que nous ne pouvons pas révoquer, ni élus, ni responsables, ni révocables. Voici un tableau chronologique qui démontre comment et depuis quand les vrais sujets ne sont plus des sujets sur lesquels on vote. Vous voyez dans la première colonne les accords de Bretton Woods dont personne n'a vraiment entendu parler, mais vous avez vu les lieux de Bretton Woods. Alors, les accords de Bretton Woods ont été conclus alors que la guerre n'était pas terminée et sous la pression des Américains, ils étaient bien placés pour faire pression. C'est les accords qui vont mettre en place le système économique international. Suppression des droits de douane et donc délocalisation, ruine des entreprises nationales. Pillage des matières premières dans les pays en voie de développement et donc frein au développement et abaissement des droits sociaux car l'ouvrier français est mis en concurrence avec l'ouvrier indien ou chinois. Sur le plan monétaire, les accords de Bretton Woods instituent le Fonds monétaire international, dont vous avez vu la photo, et qui débouche sur la suprématie internationale du dollar, qui est la monnaie internationale. Les accords aussi de Bretton Woods vont créer un ordre financier international et faire apparaître la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, ça signifie la mainmise sur les banques centrales et les politiques d'investissement. Avec ces accords de Bretton Woods, les USA font échouer la charte de La Havane, qui était peu de temps auparavant, donc en 1943-44, et qui avait un contenu social et faisait relever ces questions, monnaie, finance et commerce, de l'ONU. Donc on a supprimé le contrôle de l'ONU sur ces domaines. J'ajoute que les accords de Bretton Woods ont mis en place aussi la mainmise américaine sur le commerce international. Ce sont les débuts du GATT, le GATT qui sera plus tard remplacé par l'Organisation mondiale du commerce, un accord sur les tarifs douaniers en partant du credo qui est faux que suppression des droits de douane va permettre une amélioration du commerce mondial. C'est-à-dire qu'on fait, en termes de boxe, ce qu'on fait, on supprime les catégories et on demande aux poids plumes de rencontrer les poids lourds. Alors en ce qui concerne non plus l'économie cette fois-ci, mais la défense, en 1949, nous avons signé, nous la France et d'autres pays, le traité de l'Atlantique Nord. C'est la création de l'OTAN. Alors l'OTAN à ses débuts avait une justification, s'il y avait une puissance, il faut le reconnaître, envahissante et menaçante, qui était l'URSS d'un côté et la Chine communiste de l'autre.
Mais à la chute de l'URSS, fallait-il ou non maintenir l'OTAN? Grande question. Cette alliance militaire et politique, dont l'article 5 prévoit que si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres doivent venir l'aider. Mais ce traité de l'OTAN nous a engagés à plusieurs reprises avec les USA dans des guerres, voire des provocations guerrières. L'Ukraine en est un bon exemple, mais il y en a d'autres encore, où nous sommes allés nous battre parce que l'OTAN demandait de le faire pour des raisons qui étaient tout à fait favorables aux Américains et défavorables à nos propres intérêts. Et il se trouve que la France doit financer cette dépendance à l'OTAN. Il y a un budget très important de l'OTAN auquel nous contribuons, et nous sommes donc à la fois tributaires financièrement de l'OTAN et tributaires pour les politiques et la géopolitique. Et d'autre part, l'appartenance à l'OTAN a fait que l'Europe a renoncé à avoir une défense qui soit propre. L'Allemagne, par exemple, ne fait absolument aucune défense pour sa protection militaire et elle est obligée donc de recourir au parapluie américain. Elle ne fait pas confiance au parapluie anglais ou au parapluie français. Et l'Allemagne, avec cette préoccupation de sa propre défense, va peser sur la stratégie européenne de défense. Et par ailleurs, on signalera que malgré son appartenance à l'OTAN, la France ne vend pas ses avions. Aucun pays européen n'a acheté le Rafale. Donc non seulement l'OTAN est une mauvaise affaire, nous implique, nous embringue dans des aventures militaires, provoque l'ennemi, c'est le cas de la guerre en Ukraine, et donc c'est une mauvaise affaire. Il aurait fallu mettre un terme à l'OTAN ou le mettre en sommeil après l'effondrement de l'URSS. Alors nous en venons maintenant à un troisième traité, le traité de Rome, signé en 1957. Et là, comme vous le voyez, ce traité, je l'ai mis en vert par rapport à tous les traités hostiles ou dangereux qui sont en rouge, parce que le traité de Rome initial était à la fois une bonne idée et a subi pendant 40 ans, presque 40 ans, une bonne ligne politique et économique. Le traité de Rome crée la communauté économique européenne. La création d'un marché commun, qu'on a appelé à l'époque la communauté, la CEE, qui deviendra plus tard l'Union européenne. Le traité de Rome institue dès l'origine la préférence communautaire. C'est-à-dire que les pays européens vont commercer entre eux, d'une part, et ils vont se protéger des importations destructrices, d'autre part. Donc c'est un accord de libre circulation au sein de l'Europe, mais avec une protection à l'extérieur des frontières de l'Europe. Et le traité de Rome respecte les souverainetés nationales, c'est-à-dire que chaque pays va continuer à gérer ses propres politiques étrangères ou de défense. Et très important pour les zones rurales, le traité de Rome respecte l'équilibre des marchés agricoles. Les Allemands, par exemple, vont acheter les pommes françaises quand ils auront vendu les leurs, puisqu'il y a une différence climatique, ce qui fait que les pommes françaises arrivent quand les Allemands veulent manger des pommes, mais qu'ils ont auparavant permis aux arboriculteurs allemands d'écouler leur production. Le quatrième traité, c'est le traité de Maastricht, qui a été signé et ratifié en 1992. Et là, l'Union européenne remplace la communauté économique européenne, j'allais dire pour notre malheur. Car dans le traité de Maastricht, il y a un esprit fédéraliste, c'est-à-dire qu'on va petit à petit gommer les nations, et au lieu de les associer, on va les remplacer. Et c'est donc une ligne qui va vers le fédéralisme. C'est pas tout à fait un vrai fédéralisme, c'est le début d'un projet fédéraliste. Parmi ces orientations fédéralistes, il y a l'abandon des monnaies nationales et le passage à l'euro. Et toutes les ménagères, demandez à vos mamies, ont bien vu que les prix ont augmenté lorsque est passé à l'euro. D'autre part, il y a non seulement le passage à l'euro à partir de 2000, mais il y a aussi la suppression de la préférence communautaire. C'est-à-dire que désormais, dans le cadre de la mondialisation, vous ne pouvez plus privilégier les produits alimentaires et non alimentaires produits en Europe, dans les usines ou les champs européens, mais vous devez vous soumettre aux règles de la mondialisation. Ce qui fait que les productions européennes, et qui intègrent bien sûr la protection sociale européenne, sont combattues, mises à plat, par les importations qui viennent de n'importe où, et notamment de pays où on fait travailler les enfants et les prisonniers politiques, par exemple la Chine.
Donc suppression de la préférence communautaire, c'est très grave, cette préférence était prévue dans le traité de Rome. Et puis une autre innovation juridique cette fois-ci, c'est la supériorité des lois européennes sur les lois nationales. Ce qui fait que aujourd'hui, aussi bien la Cour de justice que les cours françaises, Conseil d'État, Cour de cassation et Conseil constitutionnel estiment que les lois européennes, les directives et les règlements européens ont une force supérieure aux lois votées par la souveraineté populaire, par vous tous donc, et donc nous devons nous incliner devant des lois qui sont faites ailleurs et par d'autres. Autrement dit, le traité de Maastricht va transformer une bonne formule, celle du traité de Rome, en une formule néfaste. Il y a transfert des compétences à un État fédéral européen, concentré à Bruxelles, un État lointain qui parle 24 langues. Donc c'est pas très commode de s'entendre quand on a 24 langues différentes. Une gouvernance non élue, puisque la Commission européenne n'est pas élue, Madame van der Leyen n'est pas élue, et il y a un effacement progressif du Parlement et du droit français. Donc votre droit de vote, c'est là que votre droit de vote va petit à petit être restreint. Le vote des Français devient secondaire, même sur le budget, même sur la monnaie, même sur la finance, même sur les migrations. J'en arrive au 5e traité, le traité de Marrakech, qui institue l'Organisation mondiale du commerce. Alors attention, ce traité a été signé en 1994, et donc on pourrait croire qu'il est postérieur au traité de Maastricht, mais sa préparation est de longue haleine, puisque c'est 10 ans de négociations, les accords du GATT. Le traité de Maastricht dont je vous ai parlé, il a été fait en préparation du traité de Marrakech, notamment la monnaie. Il fallait bien se dire pourquoi on va instituer une monnaie unique, parce qu'on abandonne dans le traité de Marrakech la préférence communautaire. Donc le traité de Maastricht est une préparation du traité de Marrakech. Ce traité, signé à Marrakech, comme le nom l'indique, va remplacer le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers, par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dont tout le monde a entendu parler. Et il s'agit là de mettre en place ce qu'on appelle le libre-échange, ou le libre-échangisme plutôt mondial. C'est-à-dire qu'on va supprimer complètement, peu à peu, les droits de douane et mettre en concurrence des pays qui ont une protection sociale élevée, comme la France, avec des pays qui n'en ont pas, comme la Chine ou l'Inde. Aucune protection sociale, puisque vous savez que la Chine fait travailler les enfants et les prisonniers politiques. Il y a à peu près 1 ou 2 millions de prisonniers politiques dans les camps de concentration chinois, et ils travaillent gracieusement pour un bol de riz par jour. Alors là, l'ouvrier français ne peut pas lutter contre ça. En quelques années, ce traité de Marrakech, mis en œuvre à partir de 2000, ce traité de Marrakech a provoqué des faillites, des délocalisations et des disparitions de filières entières. Par exemple le textile, par exemple l'électronique et même la métallurgie, qui ont quasiment disparu de notre territoire en mettant des gens, des millions de personnes au chômage. Je voudrais donner une anecdote. Je me rappelle qu'en 2000, un peu après 2000, la Chine rentrant dans l'OMC, les gens s'étaient fait du souci pour l'avenir des filières textiles. Et le frère de Nicolas Sarkozy dirigeait une entreprise de textile et il avait fait le fier à bras en disant « mais il y aura toujours de la place pour les gens qui font du bon textile ». Sous-entendu, les Chinois sont incapables de faire du bon textile. Eh bien, l'entreprise de ce frère Sarkozy a tenu 2 ans, et au bout de 2 ans, elle a été mise en faillite par les importations chinoises. Donc il faut se méfier des prétendus experts qui nous disent que la mondialisation, c'est très bien, que tout le monde va devenir en même temps plus riche et peut-être plus intelligent, qui sait. Ces faillites, délocalisation, disparition de filières, c'est très grave, parce qu'il y a une perte de savoir-faire et une perte des fichiers clients. Ce qui veut dire que s'il fallait relancer la fabrication d'électronique en France, et nous avons bien vu avec la crise du Covid que nous étions en manque d'électronique, notamment pour le secteur automobile, et s'il fallait le faire, bien, que sont devenus les techniciens, les ingénieurs et les ouvriers spécialisés? Cette mondialisation a bien sûr accru le chômage, et tout le monde a bien vu à l'occasion de la crise du Covid que nous ne savions plus faire des masques, nous ne savions plus faire les tests, et que nous ne savions plus faire les pièces électroniques nécessaires pour notre construction automobile. Et nous en arrivons au dernier, 6e traité,
le traité de Lisbonne, celui qui a cloué le cercueil. En effet, ce traité de Lisbonne, qui a été ratifié en 2008, a une histoire, car il avait été rejeté par référendum en 2005. Les Français ont été consultés sur la pseudo-constitution européenne, la prétendue constitution européenne, qui faisait quasiment disparaître les nations et les démocraties nationales. Ce projet de pseudo-constitution a été rejeté par 55% des Français. Ce traité instituait un véritable fédéralisme, c'est-à-dire que la France devenait une région de la fédération européenne. On était sur la voie du fédéralisme et du renforcement du pouvoir de la présidence de la Commission. Giscard d'Estaing se serait bien vu président de la Fédération européenne. Les Français n'ont pas entendu ainsi, car ils sentaient bien que le cadre naturel de la démocratie, ça reste sur le cadre français, le cadre de la nation, et qu'ils voulaient conserver la main sur les sujets essentiels de leur vie et de leur destin. Le Congrès réuni en 2008, donc sans l'avis des Français, a imposé, alors que les Français s'y étaient opposés, a imposé le traité de Lisbonne qui dit exactement la même chose que la pseudo-constitution européenne. Et ce traité de Lisbonne n'a aucune légitimité puisqu'il n'a pas été voté par les Français. Ce qui veut dire que les citoyens ne gèrent plus leur agriculture, leur politique étrangère, leur politique de coopération, leur immigration, leur politique industrielle, leur politique sociale et leurs services publics. Tout ceci est désormais géré par les fonctionnaires et les dirigeants européens que vous n'avez jamais élus. Donc c'est le traité de Lisbonne qui a provoqué, je crois, et provoque encore les ondes de mécontentement du peuple français. Et pour conclure cette présentation des différents traités, dont un seul était bon et les 5 autres mauvais, je dirais que sans liberté, sans la liberté de décider, de voter, il n'y a plus ni dignité, ni prospérité, ni bonheur. Alors en conclusion, à quoi sert en 2022 de voter ? Non, en 2022 et les années suivantes. Eh bien justement à changer le système qui étouffe le vote. Il faut voter pour redonner du sens au vote. Car le système actuel, le système issu de ces traités que nous avons dénoncés, est modifiable. Mais comment le modifier et pourquoi le modifier ? Eh bien, tout simplement en changeant le contenu de la Constitution française. Je rappelle qu'en 2008, elle a été modifiée, la Constitution française, sans que vous soyez consulté. Et bien là, il faut que le peuple soit consulté pour modifier la Constitution française. La première des choses, ça serait un référendum pour rétablir la Constitution dans son état de 2007, avant la réforme qui était légitime puisque vous n'avez pas voté. Et ce référendum ou un autre introduira aussi 2 nouveaux articles dans la Constitution. Un article pour rendre obligatoire le recours au référendum pour toute nouvelle réforme de la Constitution. D'ailleurs, la quasi-totalité des démocraties fonctionne comme ça. On ne retouche la Constitution que s'il y a un référendum pour la retoucher. Ça, c'est la première idée. Et une deuxième idée, un article dans la Constitution pour remettre les sujets souverains qui touchent à la liberté de la France au-dessus de décisions extérieures. Il n'y a aucune raison que les décisions qui concernent les Français soient décidées ailleurs, à l'étranger et par d'autres. Notamment sur des questions comme la défense, ce qui nous libérerait de l'OTAN, l'immigration, la nationalité, la politique étrangère et de coopération, la fiscalité, le statut social, etc. Enfin, il suffira de modifier et non pas d'introduire de nouvelles dispositions. Tout simplement modifier, toujours par référendum, les minima prévus par la Constitution pour que le référendum d'initiative démocratique devienne possible. À l'heure actuelle, depuis 2008, il n'y a eu aucun référendum parce que les minima, les quorums, sont inatteignables. Et donc il suffirait d'abaisser ces minima sans pour autant nous amener à voter 1 fois par an ou 2 fois par an, parce que les Suisses et leur système, ils en sont excédés, ils votent trop souvent les Suisses. Mais un système raisonnable, pour les questions importantes, le peuple puisse dire, là nous voulons voter par référendum. C'est le système du RIC, du RIP, on peut l'appeler comme on veut, référendum d'initiative citoyenne ou populaire. L'article 11 de la Constitution, en effet, prévoit des minima à des niveaux si élevés
je le redis, que depuis 2008, aucun référendum d'initiative démocratique n'a eu lieu. Or, il suffirait de réduire simplement de moitié ces quorums pour les mettre à portée démocratique. Ainsi, par exemple, pour que ce référendum soit organisé, la Constitution dit qu'il faut 1/5 des membres du Parlement. Il suffirait de dire 1/10 des membres du Parlement. Ça change tout, c'est facile à atteindre. Et d'autre part, il faut non seulement des membres du Parlement, mais 1/10 des électeurs inscrits, ce qui est beaucoup, on n'y est jamais arrivé. Il suffirait de dire 1/20 des électeurs inscrits, et sur les grands sujets, on arriverait à mobiliser la population, quelques députés, l'opinion publique, et là on peut décider de voter sur un sujet qui nous tient à cœur, que ce soit sur la guerre, l'éducation, l'immigration, la fiscalité, tout autre sujet. Merci de votre attention, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, il suffit de réécouter à nouveau. À bientôt, parce que je vais intervenir probablement dans le cours de l'année 2022 sur un autre sujet qui sera celui de la dette.